on est à Brossard en cette belle journée ensoleillée à la boutique Laine Saute-Mouton. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre 9e capsule, bientôt numéro 10. 9e capsule, je me présente Jeanne, je donne des cours ici à la boutique et je travaille aussi. Et je suis accompagnée de Daniel. Donc, je me présente, Daniel, professeur de tricot, et je travaille aussi à la boutique et je fais les capsules avec mon amie et collègue Jane. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a une belle capsule. On a une très belle capsule aujourd'hui, ça devrait être intéressant. Je pense qu'on va tous apprendre beaucoup de choses. Oui, oui. Alors, je te laisse commencer avec, est-ce que tu as quelque chose sur tes aiguilles aujourd'hui? Oui. En fait, j'ai quelque chose qui vient de tomber de mes aiguilles, mais qui n'est pas complètement fini. Est-ce que tu m'aiderais? Oui. Voici. Wow. Je vous réfère ici à la capsule numéro 2, dans laquelle je vous avais expliqué exactement ce que je faisais. Alors, ceci est parti du livre de Nora Gunn sur les Twisted Stitches. Je vous avais expliqué que j'étais partie d'un patron qu'elle présentait, qui était une écharpe, et l'écharpe était faite avec des hexagones. Moi, j'ai choisi de m'amuser et de faire plutôt une couverture de bébé. Et j'ai fait, je crois que c'est 7 hexagones, chacun étant différent. Alors, il me reste à rentrer les fils, il me reste à faire certaines petites coutures et par la suite de la bloquer et de trouver qui sera l'heureux élu qui l'aura. Chanceux ou chanceuse, c'est magnifique. Vraiment le fun à faire, j'ai eu du plaisir. Je me promets de faire d'autres patrons de Twisted Stitches. Est-ce que chaque hexagone est vraiment différent? Oui, chacun est vraiment différent. Oui, il n'y en a pas un seul qui est pareil. Super, vraiment beau. Oui. Alors voilà, c'est ça. Et toi, as-tu quelque chose sur tes aiguilles, Jane? Non, j'ai rien sur mes aiguilles cette semaine. Pourtant, c'est pas parce que tu tricotes pas. Non, en fait, j'ai trop de choses sur mes aiguilles cette semaine. Mais oui, je vais vous montrer un petit quelque chose que j'ai sur mes aiguilles dans la section astuces et techniques. Alors, je vous présente un des projets que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. C'est une petite mitaine norvégienne, une mitaine Selbu qu'on appelle. Alors, c'est tricoté avec 2 couleurs. Et je vais vous montrer comment on tient la laine dans les mains pour qu'on puisse avoir une laine dans chaque main. C'est plus facile de travailler, comme ça les laines ne deviennent pas entremêlées. Aussi, ce qui est important quand on travaille avec 2 couleurs, il y a toujours une couleur qui est plus dominante, c'est-à-dire qu'une couleur qui vient un petit peu plus par-dessus l'autre. Et cette technique-là nous assure d'avoir la couleur dominante. On utilise la couleur dominante dans la main gauche, c'est-à-dire le motif va être dans la main gauche et la couleur de fond, dans mon cas c'est la laine beige, je vais la tenir avec la main droite. Si je faisais le contraire, les petits points noirs qu'on voit sur le beige, je serais trop reculée, on verrait moins le motif. Alors, on tient la laine dans la main droite comme on la tient d'habitude. Moi, je fais toujours un petit tour de mon petit doigt. Et je viens la tenir sur mon index. Et je fais la même chose avec la main gauche. Alors, je vais venir tenir la laine de la même façon. Ensuite, en suivant mon motif, je vais venir insérer l'aiguille dans la main droite ici pour faire une maille à l'endroit. Et je travaille de la façon que je travaillerais normalement. Je fais une maille à l'endroit. Excusez. Quand ça vient le temps de faire une maille avec la couleur dominante ou la couleur dans la main gauche, je vais rentrer mon aiguille comme je fais d'habitude et je vais faire le tour de la laine par-dessus dans la main gauche. Et je peux m'aider avec mon majeur pour venir la sortir comme ça, ou je peux piquer comme ils font en Norvège. Ils vont tout simplement piquer directement sur le doigt pour venir sortir leur maille. Alors, c'est comme ça. Alors, si je fais une maille à l'endroit avec la couleur de fond, c'est comme ça. Et avec la main gauche, c'est tout simplement comme ça. Si je ne veux pas avoir le fil trop long en arrière, en anglais ça s'appelle des floats, je vais croiser mes fils. Alors si j'ai 5 mailles à faire avec ma laine beige, je vais aller en faire 2. Après ça, je vais venir embarquer ma laine ici de la main gauche
je vais faire ma maille et je vais la débarquer comme ça. Elle va être attrapée ici en arrière. Alors, il y a des petites techniques, des petits trucs comme ça pour venir attraper notre fil en arrière. Alors, en gros, c'est ça. On peut travailler très facilement. Les fils ne se croisent jamais. On continue avec notre motif. Alors, si nous continuons, suite à la démonstration que Jane vient de vous faire de comment travailler avec 2 mains pour la couleur, c'était un peu pour vous faire un suivi de notre dernière capsule, la capsule numéro 8, où on vous parlait du ferrite. Et ça nous a amené, Jane et moi, à se dire, après avoir parlé du travail de couleur du ferrite, pourquoi est-ce qu'on n'expliquerait pas un petit peu plus en détail la théorie des couleurs? Alors, c'est ce dont Jane et moi, on va vous parler. Et par la suite, on vous parlera aussi de certains designers que je vais dire être colorés. Ah oui. Alors, premièrement, quand on veut faire un travail de couleur, il faut commencer par choisir ses couleurs. Et pour choisir ses couleurs, il existe en gros 3 façons de le faire. Alors, ça peut être avec une source d'inspiration, qui peut être une fleur que vous avez vue, qui peut être un tissu. Fait que déjà, ça va vous donner un petit peu des couleurs. Après ça, la deuxième façon de trouver des couleurs, ça va être avec la roue chromatique, entre autres, qui est un bel outil de travail. C'est donc la théorie des couleurs. Et la troisième façon, c'est suivre son instinct, aller vers ce qu'on aime, peu importe finalement que ce soit la bonne chose à faire ou pas, parce qu'on l'aime. Oui, exactement. Et parce qu'avec l'expérience, des fois, avec la connaissance des fibres, on apprend à faire des choses. Alors, cependant, ce qu'il faut toujours faire, c'est trouver la fibre qui va être en conséquence du projet qu'on aura trouvé et puis des couleurs qu'on voudra avoir. Il faut aussi toujours placer ces laines en gradation selon la valeur de la couleur. C'est très important, je vous en reparlerai. Et vous allez être surprise de ce que je vais vous dire là. Toujours faire un échantillon, sinon même plusieurs, si vous voulez essayer vos combinaisons de couleurs. Parce que ça fait une grosse différence. J'ai une photo à vous montrer plus tard d'erreurs, justement, de choix de couleurs. Tout à fait. Qui ne mettent pas en valeur le motif du patron. Exactement, c'est ça. Alors, comme outil, parce que dans les moyens de choisir nos couleurs, je vous ai mentionné qu'il fallait utiliser la théorie de la couleur. Et il y a 2 petits outils qui peuvent être très intéressants et je vais donc vous les présenter. Alors, je vous présente ici ce qu'on appelle la roue chromatique ou la color wheel, comme on dit en anglais. Cette roue-là, vous pourrez la trouver, entre autres, moi je l'ai achetée chez Homer de Serre. Elle existe en français. Elle existe aussi en anglais. C'est un petit outil qui coûte pas cher et qui est très, très, très pratique à avoir. Moi, je la traîne partout. Elle a pas mal de vécu. Et si vous voyez bien, vous allez constater qu'on a toutes nos couleurs. Il y a 12 couleurs, dont nos couleurs primaires. Et la façon qu'on s'en sert, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Dans la section ici, nous avons les couleurs chaudes. Ensuite, de l'autre côté, nous avons les couleurs froides. Ce dont on vous a parlé tout à l'heure, la notion de la valeur d'une couleur. Donc, on part dans une échelle de 1 jusqu'à 10. La valeur 1 étant noire, on s'en va en gris jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur 10, qui est le blanc. Et excusez-moi, je vais vous montrer en gros quand on parle de valeur à quoi ça peut ressembler. Alors ça vous aide, l'idéal souvent c'est de faire une photo, vous prenez votre cellulaire, vous placez vos laines de couleur, vous faites une photo en noir et blanc et vous allez avoir une photo qui va ressembler à ce genre de grille-là. Et par la suite, ça vous aidera à trouver les bonnes teintes pour faire votre projet. Donc c'est ce qu'on appelle la valeur. Pardon. Ensuite, ici, la roue vous montre, si vous prenez du jaune-vert, que vous ajoutez du bleu, voici la teinte que vous aurez. Si vous prenez du vert, vous ajoutez du blanc, voici la teinte que vous aurez. Fait que c'est un très bel outil, c'est vraiment intéressant. Je vais vous la tourner de bord et là, on rentre dans un tout autre monde. Alors, excusez, je vous l'ai dit, elle a beaucoup de vécu, je la traîne pas mal partout avec moi. Si vous voyez bien, si je pars, mettons, d'une couleur dominante, je vais prendre le bleu-vert, qui est ma couleur préférée.
Alors, c'est une couleur pure. Elle est déclinée en trois couleurs différentes. Celle-ci, c'est avec du blanc. Bleu, vert et blanc donne une nuance. Bleu, vert et gris donne un ton. Bleu, vert et noir donne ombre. La couleur bleu-vert, sa couleur complémentaire est celle qui est directement au bout de la flèche qui est là. Donc, on tombe dans la famille des rouges orangés. C'est une couleur complémentaire. Si vous avez, mettons, à avoir 2 couleurs dans votre projet, ça peut être intéressant d'avoir la dominante et d'avoir la couleur complémentaire. Si vous avez trois couleurs, vous pouvez toujours partir de votre couleur dominante, vous en allez dans une complémentaire qui est orangée, vous en allez dans l'autre complémentaire qui est rouge. Même principe, vous voulez avoir 3 couleurs, 4 couleurs, vous partez toujours du centre ici et les petites flèches vous aident à trouver les bonnes couleurs. Ceci étant dit, je vous donne ces explications, mais n'ayez pas peur. Toutes les informations se trouvent directement sur la roue. C'est très bien expliqué et vous allez apprendre à travailler avec. L'autre petit outil, je vais vous le montrer parce que je ne le connaissais pas et je viens de me le commander. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on trouve quand on regarde les couleurs de peinture. Alors, c'est une espèce de charte ici. Ça s'appelle 3-in-1 Color Tool. Malheureusement, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Comme je vous dis, je viens de m'en commander. Je pourrais vous en reparler. Mais vous voyez, on part en haut avec la couleur primaire, la couleur bleue. Et on a toute une déclinaison de couleurs qui se trouve à l'intérieur. Je vais vous en montrer un petit peu un exemple ici avec un jaune. Et ça vous montre à quoi ça peut servir. Fait que ça, je vous promets, je vous en reparle. Fait que vous allez voir, c'est un outil tout à fait indispensable. Je vais laisser maintenant Jane poursuivre toujours dans notre rubrique de couleurs. Un petit exemple que j'ai trouvé, justement pour montrer les valeurs des couleurs. Alors ici, on a placé une panoplie de laine qui vont bien ensemble, toutes sortes de teintes. Et puis, on pourrait peut-être penser qu'on pourrait mettre ce beau vert olive à côté du noir parce que c'est très beau ensemble. Mais si on prend, comme Daniel mentionnait, une photo avec notre téléphone et on change pour une photo en noir et blanc, ici, on voit que le vert et le noir, les valeurs sont trop proches. On ne voudrait pas faire un tuque ou une mitaine avec ces 2 couleurs-là, une à côté de l'autre, parce qu'il n'y a pas assez de différence de couleurs. Alors, c'est vraiment une belle façon là, oui, tout à fait. Ben oui. De voir les valeurs des couleurs. Oui. Alors, ça, c'était juste un petit exemple. Là, on avait le goût d'en découverte, de vous parler de, comme tu avais mentionné, des gens tout en couleurs. Oui. Et Dieu sait qu'à part Stephen West, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a d'autres, ça vaut la peine de les découvrir. Tout à fait, oui, oui. Alors, sortez vos crayons, parce que vrai, oui. Il y a vraiment des gens intéressants. Je vais vous en présenter juste quelques-uns, parce qu'on pourrait en parler toute la journée. Oui. Alors, vous connaissez tous Arne et Carlos. Arne et Carlos, ils ont travaillé beaucoup dans le design. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ils ont travaillé pour des grosses compagnies dans le design de tissus, pas juste dans la laine. Il y avait une autre vie avant. D'accord. Alors, eux, quand ils regardent les patrons, quand ils veulent créer des patrons, ils vont faire le focus. Ben, nous, normalement, quand on va choisir un patron, on va regarder la structure du chandail ou du vêtement. Mais les couleurs que les designers ont choisies pour faire leur patron sont importantes aussi. Oui. Il y avait une idée en tête quand ils ont créé leur patron. C'est un peu comme une œuvre d'art, finalement, comme un peintre. C'est vrai, c'est comme la peinture, justement. Il y en a qui réfèrent ça à la peinture, justement, avec la laine. Alors, il parle un peu là, des couleurs quand on voit les chandails, les tuques faits avec plus qu'une couleur. Oui. Ça l'a originé, ça l'a commencé. L'origine, comme origine. Oui, l'origine, dans les pays baltiques. Alors, on parle de la Lituanie ou le Latvia. Et c'est en aller là, vers l'ouest, vers les pays scandinaves. Oui. Alors, on parle de la Norvège. Et par la suite, en Écosse, les îles Shetland. Et par la suite, mais au Canada, aux États-Unis, peut-être moins aux États-Unis, mais le Canada passant par l'Islande.
Alors, c'est arrivé en Norvège dans les années 1850 à peu près. Et eux, il y avait deux motifs qu'ils utilisaient beaucoup dans leur patron. Alors, si on pense à leur mitaine, leur tuque, leur chandail, souvent les X et les O. Oui, tout à fait. Oui. Et aussi la genre de, bon, ça ressemble à une poinsettia, mais c'est une genre de fleur étoilée. Et ils utilisaient surtout le noir et le blanc. Pourquoi? Parce que les moutons... Couleur naturelle des moutons. C'est ça, couleur naturelle des moutons. Alors, il y avait une petite anecdote que j'ai apprise que je trouvais intéressante. Vas-y, on aime ça les anecdotes. Les premiers chandails, deux couleurs noir et blanc, souvent dans le bas du chandail, on va voir que c'était tricoté en blanc. Parce que ceux qui tricotaient avec le noir, c'était les gens plus aisés. Il y avait moins de moutons noirs. Alors, la laine noire coûtait plus cher. Ben oui. Et la partie du bas de leur chandail était considérée un sous-vêtement. Parce qu'eux portaient leur chandail rentré dans leur pantalon. Alors, ça gardait le bas du dos au chaud. Et quand ils ont commencé, les gens ont commencé à porter les chandails par-dessus, c'était un peu surprenant parce que avant, c'était considéré un sous-vêtement. Il ne fallait pas montrer le bas de son chandail. Alors, c'était toujours en blanc. Est-ce qu'on parlait autant des hommes que des femmes? Oui. Ah, bon, d'accord. Oui, je pense que c'est surtout les hommes qui ont commencé à porter ça, les pêcheurs, hein, c'est ceux qui passaient plus de temps dehors. C'était souvent des laines qui étaient très imperméables, très chaudes, aussi la laine rustique. Oui, plus rustique, exactement. Des moutons qui vivent dans ces pays-là produisent une laine qui est appropriée aux vêtements. Alors, dans les années 50-60, après la guerre, c'est le chandail de ski avec plusieurs couleurs qui a été introduit dans le monde de la mode. Et après ça, je voulais vous parler d'une autre designer. Alors, Vera Välimäki, elle qui a beaucoup travaillé avec les rayures. Ah, d'accord. Elle dit aussi que c'est important dans les rayures de travailler avec notre roue et avec des photos noir et blanc. Justement, si on veut que les rayures aient un impact, il faut que les valeurs soient très différentes parce que sinon, au loin, il va y avoir moins d'impact. Ça va être moins évident là, que ces deux couleurs différentes. Alors, on peut choisir des couleurs complémentaires. Oui. Aussi, on peut choisir des couleurs plus neutres, mais qui ont quand même un haut contraste. Ah, d'accord. Elle dit que si on vient tricoter une couleur pâle sur un fond noir, que c'est moins subtil que si on tricote une couleur noire sur un fond blanc. Alors, si on imagine un grand chandail noir avec un motif blanc, il va y avoir plus d'impact qu'un chandail blanc avec un motif noir. C'est vrai. Ça, c'est toutes des choses qu'il faut réfléchir. Oui. Ouais. Et elle dit d'utiliser une couleur qu'on n'aime pas. Alors, peut-être dans les rayures, aller vers, si on aime le bleu, on peut aller avec le bleu. Puis si on n'aime pas vraiment l'orange, bien osez mettre une rayure orange avec votre rayure bleue. Et puis, on va l'apprendre aussi avec notre roue, la couleur, que ça peut faire un effet intéressant. J'en profite pour te raconter à ce sujet-là une petite anecdote. L'an passé, je suis allée voir une mini-formation donnée par une personne qui fait du feutre. Et elle nous mentionnait que souvent, lorsqu'elle fait des ateliers de feutre, que ce soit pour 1, 2 ou 3 journées, elle demande aux gens d'aller choisir des couleurs qu'ils n'aiment pas. Ah. Et elle dit, sur 10 étudiants, j'en ai 9 qui sont complètement déstabilisés, qui sortent vraiment de leur zone de confort. Mais elle dit, c'est vraiment un exercice intéressant. Puis elle dit souvent, la 10e personne va tout être excitée, tout être énervée. Mais c'est vrai que c'est des belles façons de faire des belles découvertes. Puis moi, je trouve aussi que des fois, ça peut permettre d'aller chercher une couleur que tu aimes peut-être moins, tu es moins attiré, mais tu vas l'intégrer dans d'autres couleurs que tu aimes. Puis, à quelque part, il y a une satisfaction, puis ça peut faire un rendu intéressant. Oui, effectivement. Il y a un autre designer qui travaille beaucoup avec la couleur, c'est Crystal Seyfarth. Ah oui. Ah, ça c'est... tellement beau. Tellement beau ce qu'elle fait. Elle travaille beaucoup avec les couleurs. Ah, c'est beau. Elle vit sur l'île de Fano au Danemark. Elle a sa business est là. Elle crée des beaux patrons. Elle vend ses patrons. Elle crée des beaux kits. J'ai un exemple d'une photo. Oui, souvent il y a comme des fleurs dans des couleurs qui sont magnifiques. Oui, effectivement. Elle fait des manteaux, elle fait des châles, elle fait...
Je pense qu'elle travaille beaucoup en rond aussi, puis elle vient faire des En styles circulaire, souvent. Hein? oui, effectivement. Elle travaille beaucoup justement en circulaire pour pouvoir avoir plus de... Ici, on voit ces modèles, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors ici, on a des manteaux avec des grandes fleurs. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Et ces manteaux, ces chandails vont être travaillés en circulaire parce que quand on veut faire cette technique-là, quand on fait du stranded colorwork, c'est beaucoup plus facile de travailler toujours sur l'endroit. Puis après, elle va faire des sticks, des grands foulards, des manteaux. Celui-là, je trouvais intéressant. Pour utiliser ces couleurs, ces restants de couleurs, elle va venir ce qu'elle appelle un magic ball. Et puis, elle va prendre tous ces restants de couleurs qui se ressemblent. Pour son fond, ça va être tous ces jaunes pâles, le rose pâle, le bleu pâle, le gris pâle, le off-white, le blanc. Elle va prendre quelques mètres. Elle va faire une petite balle avec. Après ça, elle va prendre quelques mètres. C'est jamais calculé. C'est toujours au hasard. Ça peut être 10 mètres d'une couleur, ça peut être 25 mètres d'une autre couleur. Elle va toutes les embobiner comme ça. Puis, elle commence à tricoter son fond. Alors, la couleur qu'elle va tenir dans la main droite va être tricotée avec toutes ces couleurs-là qui s'enchaînent, qui vont créer un fond, mais qui est un fond tout en nuances. Tout en nuances. Et après ça, sa couleur dominante, ses oiseaux, par exemple, elle va les tricoter avec une couleur plus vibrante, avec son rose, son turquoise. Quelle bonne idée! Et même par la suite, elle va faire un petit peu comme ce que tu disais tantôt, elle va peinturer avec la laine par la suite et elle peut venir rajouter en duplicate stitch, c'est comme une broderie qu'on va suivre les mailles, les petits V de nos mailles, avec une autre couleur. Alors, elle peut rajouter un petit vigne vert par la suite, par-dessus, si elle trouve qu'il n'y a pas assez de motifs, pas assez d'intérêt à son motif. Alors, Crystal Safe Art, c'est vraiment quelqu'un qui vaut la peine. Allez la découvrir, s'il vous plaît. Elle a plusieurs patrons sur Ravellerie. Allez-y, vous allez voir, c'est un délice pour l'œil. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Alors, elle dit aussi qu'en faisant ces Magic Balls, ça fait des projets qui sont faciles. On peut voyager avec un projet comme ça. Ah, c'est vrai. Même une paire de bas avec des restants de laine à bas, on pourrait les faire avec ça. C'est une bonne idée. Ça voyage très bien. On part avec notre bague qui est déjà toute mélangée, puis on part notre projet. En même temps, tu ne sais jamais ce qui va arriver. Exactement. Exactement. J'ai découvert aussi Lori Lee Beltman. Lori Lee Beltman, je vais vous en parler juste rapidement. Ce qu'elle fait d'intéressant, c'est qu'elle va travailler à la verticale, ces couleurs. Okay, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Okay. Alors, au lieu d'avoir toujours notre laine qui suit en arrière, comme dans la technique de Fair Isle, on va faire un peu l'intertia. L'intertia, c'est quand on va venir introduire une couleur, mais dans un endroit spécifique. Alors, on va travailler avec notre bleu, on va prendre notre fil rouge, on va faire une partie de notre motif, on laisse tomber le fil rouge, on continue en bleu et on vient juste chercher notre fil. C'est la même chose, puis elle va rajouter des torsades de couleurs. Oh! Alors, sur un chandail marine, on peut avoir nos torsades en... D'accord! Dans une autre couleur. Fait que non seulement tu as un élément qui est coloré, mais tu as un élément qui est texturé. Aussi, c'est ça. Ça doit être vraiment donner l'importance. Je me souviens, il y a une dame qui était venue en boutique un jour et puis André m'avait appelé dans l'arrière. Elle a dit « Jeanne, viens voir, viens voir. » Écoute, c'était un chandail, je pense que c'était un patron écossais ou irlandais, un genre de bleu sarcelle. En fait, ça ressemblait à ça ici. Oh! Mais toutes ces torsades étaient dans un bleu plus pâle par-dessus. C'était de toute beauté, de toute beauté. Vraiment, là, c'était incroyable. D'accord, je vais faire une petite recherche. Oui, ou faire un petit échantillon. Des fois, on vous parle de choses, pas nécessaire d'aller faire un grand projet, mais faites-vous des petits échantillons juste pour essayer, ça peut être intéressant. Ah oui, parfait. Alors, la dernière personne dont je voulais parler, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, Monsieur Keith Fassett. Oui. Alors, Monsieur Keith Fassett, il est connu dans le monde du design comme étant le gourou de la couleur. Il est vraiment le gourou de la couleur. Je vais vous le présenter en photo parce que c'est vraiment une personne très intéressante et qui vaut encore la peine à découvrir. En fait, c'est un Américain, mais qui est allé vivre en Angleterre
à peu près, je pense, au début de sa vingtaine. Oui, dans les années 60. Et qui a touché à la couleur, mais quand on parle de couleur, c'est incroyable, là, c'est un arc-en-ciel de couleurs. Et je pense que c'est un des premiers aussi qui a introduit autant de couleurs dans un tricot. Effectivement. Souvent, il provoquait des réactions parce qu'il voulait toujours, il allait dans une boutique de laine, puis il voulait le plus de couleurs possible. Puis les gens étaient moins habitués. Puis il fait souvent des combinaisons qui, de prime abord, nous semblent comme inconfortables un peu, hein? Mais... Alors lui, effectivement, il est né aux États-Unis, à San Francisco. Il est allé étudier à Boston, à New York. Il y avait une galerie d'art, une grosse galerie d'art à New York. Il étudiait en Fine Arts. Oui. Alors il était peintre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y avait toute une série qui s'appelait White on White. Et qu'il aimait beaucoup peinturer des tasses de thé, des théières, de la porcelaine cassée sur une table, mais tout dans les teintes de blanc. C'est magnifique. Il y a un beau triptyque chez lui qui est basé là-dessus. Oui. Et puis, par la suite, il est allé travailler avec, mon Dieu, là, je ne me rappelle plus du nom, je vais le trouver, Bill Gibb. Bill Gibb, c'est une sommité aussi en design des années 60-70. D'accord. Qui faisait des vêtements, il était connu à travers le monde. C'est un Écossais. Et ils sont sortis ensemble aussi quelques années. Il a travaillé étroitement avec Bill Gibb. D'accord. Et c'est lui qui l'a présenté le tricot. Il est allé avec Bill Gibb dans le nord de l'Écosse pour étudier les tartans, les plaids écossais. Oui. Les kilts, les tissus pour les kilts. Les plaids. Et quand il était dans l'usine de laine dans le nord de l'Écosse, où il fabriquait justement les plaids pour faire les jupes et tout, il a vu en arrière toutes les bobines de laine. Oh mon Dieu, oui, je peux le comprendre. Puis là, étant donné qu'il est attiré à la couleur, mais il était attiré envers toutes ces bobines de laine-là. Puis là, il s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire autre avec ces bobines de laine-là? Et il a commencé à s'intéresser au tricot. Là, il a pris le train pour redescendre vers Londres, ou en Angleterre, où il demeurait. Et puis, il avait acheté un sac plein, 20 couleurs de balles de laine. Puis là, il y a vu une dame dans le train, puis il dit, savez-vous tricoter, madame? Elle a dit, oui. Ben, il dit, venez vous asseoir à côté de moi, là, je vais apprendre à tricoter. Puis effectivement, elle s'est assise à côté de lui, et puis j'ai commencé à tricoter. Puis son premier chandail avait 20 couleurs. Il est allé piger dans son sac, puis il a utilisé les 20 couleurs pour faire son chandail. Super intéressant. Oh, il avait peur de rien, hein? C'était peur vraiment... de rien. Ah oui. Oui, il a vraiment utilisé les... Belle anecdote. Oui. Il a fait du travail intéressant. Je vais revenir au tricot. Mais il a fait aussi des sets, room sets, des designs de pièces pour un théâtre au Japon. Ah, ça, où il a fait, le décor pour les théâtres, parce qu'il y avait un intérêt beaucoup pour le théâtre, et aussi les costumes. Oxfam l'a engagé pour aller travailler avec les gens qui travaillent sur des motifs, des choses qu'ils fabriquaient, qu'ils vendaient aux gens. Alors, les gens qui étaient pauvres, qui fabriquaient des choses dans les pays pauvres, comme au Guatemala puis en Inde. Il les aidait à trouver des designs, jumeler des couleurs ensemble pour que ça devienne intéressant pour les touristes qui allaient encourager les gens à acheter des choses. Wow. Alors, ça, on ne pense pas qu'au Guatemala, on y va acheter des choses qui sont très colorées, mais Kay Facet ça t'est passé par là? Oui, c'est intéressant. Tout un homme. Oui. Il a travaillé pour Missoni, une grosse compagnie de design. Il y avait une série télévisée qui s'appelait Glorious Color dans les années 80 en Angleterre. Il se décrit comme étant une personne qui adore travailler, qui est très focusée sur son travail. Je vais vous montrer une autre photo. Est-ce que tu vois bien les photos, André? Alors, une autre photo ici, dans son bureau, de ses aiguilles à tricoter. Ça vaut la peine, Daniel, de regarder celle-là. Intéressant. Et il est tout sauf modéré, disons. On voit ses aiguilles. Bouge pas, attends, le focus va se faire. J'ai d'autres couleurs de Lotbook Cave Facet dans son bureau avec tous ses tissus derrière lui. Alors, il est très connu pour ses tissus, pour fabriquer des courtes pointes, entre autres. Oui, c'est vrai. Alors, il a chez lui des piles et des piles de tissus. Et maintenant,
Alors, il continue à travailler avec son copain Brandon Mabley, qui est très connu aussi dans le design. Ils ont un site, c'est hermantapestry.com, où ils fabriquent des coussins, des housses de coussins à la broderie. Fait qu'ils vendent ces choses-là. Et il continue aussi à voyager partout dans le monde, à donner des conférences sur les couleurs. Il a même gagné un prix. En 2013, il a reçu le prix Turner Medal en Grande-Bretagne comme étant un des meilleurs coloristes. Vraiment, c'est quelqu'un à Ce qu'on s'entend, c'est un monsieur qui doit bien avoir au début de 80, 82, 83. Il a 84 ans aujourd'hui. Ah, d'accord. C'est un bel homme. C'était un bel homme aussi. Oui. Quand il était jeune, il travaillait comme mannequin à New York pour faire un peu d'argent pendant qu'il faisait sa peinture. Quand il ne vendait pas assez de ses œuvres, il travaillait comme mannequin. Et je voulais vous dire aussi, il y a une quarantaine de livres, plus de 40 livres sur la couleur, sur les motifs de courte pointe, sur les motifs dans le patron. Sur Ravelry, il y a une panoplie de patrons qu'on peut acheter aussi. Écoute, je pourrais continuer à parler pendant des heures. C'est vraiment quelqu'un à connaître. Faites des recherches parce que ça vaut la peine. Juste si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir Fruity Knitting, leur épisode 116 et 117. Elle a fait une magnifique entrevue avec lui, assez exhaustive. C'est pour ça qu'elle l'a fait en 2 parties. Vous allez en apprendre beaucoup et vous allez voir à quel point c'est vraiment un bel homme à tout point de vue. Puis, une petite anecdote rapide à la fin. Un de ses profs de peinture, quand il avait commencé à travailler plus avec les couleurs, qui lui avait dit « Oh mon Dieu, tu n'as aucun sens de couleur. Tu ne connais pas la théorie de la couleur. » Bon, les Beatles s'étaient fait dire la même chose. Oui, c'est ça. Puis pourtant. C'est ça. Alors, on voulait vous présenter 2-3 petits exemples de notre roue, de notre... Ce qu'on pourrait faire avec? Oui. D'accord. Rapidement pour montrer un exemple de ce que c'est. Fait qu'on a choisi certains patrons pour vous avec des combinaisons de couleurs. Fait que ça va vous donner un petit peu une idée de choses que vous pouvez faire. Alors, on vous a trouvé, entre autres, un chapeau, mais qui peut venir aussi avec un col, qui a été fait par Martin Story, qui est quelqu'un qui est très connu. On vous mettra les liens là, éventuellement. Et le patron s'appelle dis-le, prononce-le pour moi, là. Hockey Hat? Hawk. Ah, bon, Hawk, voilà. Comme un aigle. Un aigle, d'accord. Hawk Hat, puis le Hawk Cowl est disponible aussi. C'est beau. On utilise 3 couleurs d'une laine d'une grosseur fingering. Alors, on a sorti ici une collection de notre laine Cascade 220 Superwash Fingering. Alors, si on avait utilisé ici... On avait utilisé notre fameuse roue de couleur. Alors, on est allé dans le monochrome. Voici un bel exemple de ce que vous pourriez utiliser dans le monochrome. Ensuite, on est allé dans ce qu'on appelle, je pense que tu me disais que c'était analogique, hein? Analogique. La couleur, composition analogue, pardon. Composition analogue. Alors, c'est les 3 couleurs qui vont être une à côté de l'autre sur la roue. Sur la roue. D'accord. Et ensuite, on est allé plus dans des complémentaires. Complémentaires. Oui. Puis on voit que c'est comme les 3 couleurs. On n'est pas loin des 3 couleurs primaires. Oui. Complémentaires. Et on avait. Le tétrade. Non, le complémentaire adjacent. Alors, je ne maîtrise pas totalement ma roue finalement, même si je l'ai depuis longtemps. Alors, au lieu de prendre vraiment les 3 complémentaires, on va descendre un petit peu le Y. Oui. Et on va aller faire un complémentaire adjacent. Alors, c'est un exemple. Fait que vous voyez, ça vous donne des versions qui peuvent être plus féminines, d'autres qui peuvent être un petit peu plus masculines parce que le patron est très, très, très unisexe. Oui, vraiment pas de problème. Effectivement. Oui. Puis ensuite, l'autre, c'était... on avait pensé à un projet d'une designer qui est très connue, qui est Andrea Mori. Et vous savez qu'Andrea Mori travaille beaucoup toutes sortes de couleurs. Alors, on a trouvé pour vous certains... c'est moi, je pense, qui est le dessin du col. Hein? En fait, on connaît très bien son Shift Cowl, qui était fait avec une laine un petit peu plus grosse. Elle a sorti maintenant un autre patron qui est basé sur le Shift, mais qui est un petit peu plus léger parce que c'est fait avec une laine fingering weight. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Là, il y a quand même pas mal de lumière. C'est peut-être pas évident, là.
par là, comme ça. Voilà. On essaye, Parce on va y que arriver. Il y a un reflet de lumière. C'est ça, il y a un reflet de lumière. Mais de toute façon, on vous a sorti des belles combinaisons possibles parce que, comme Oui. vous le savez, Andrea Mori va souvent mélanger des laines qui sont très, très multicolores, très colorées, les unes, une avec l'autre. Là. Souvent des dégradés de couleurs. Oui, et puis souvent des couleurs que tu n'es pas sûr de prime abord si ça peut aller ensemble. Non, Fait que c'est ça là fait que- des combinaisons qui sont magnifiques. C'est là que des fois la roue peut aussi vous aider. Oui. Fait que je pense que je vais te laisser les présenter. Ben, en fait, on a un peu de laine Noro qui sont des dégradés de couleurs, mais c'est des couleurs qui sont magnifiques. Oui. Et elle va aller chercher 2 balles comme ça, complètement différentes, comme Puis les ça, met ensemble. les mettre ensemble pour faire ces shifts. Oui. Alors ça peut être intéressant. On a plusieurs couleurs. On peut, si on Elle est belle ose- celle-là, elle est fun. Oui, très belle. Si on ose un peu moins, elle est un peu plus pastel. Oui. Alors on pourrait venir la jumeler avec une autre couleur. Ça va faire un effet, je pense, Ah, c'est beau, ça. intéressant. Ben oui. Ouais. On avait aussi dans les... On a pensé à la belle, la fibrillia, toutes les compositions possibles. Là, je pense que je t'ai toutes mélangé ça. Ben, je pense qu'on pourrait aller chercher 2 fils qui se ressemblent dans les couleurs, puis mêler de la façon qu'elle le fait dans ses patrons, ça pourrait être intéressant. Encore, on ne penserait Ouais. pas d'aller mettre 2 laines qui sont mouchetées comme ça ensemble, mais pour ces patrons, ça Effectivement. pourrait être intéressant. Oui. On Bon, on en avait avait plusieurs comme trouvé ça. plusieurs. Puis pour quelqu'un comme moi, mettons, qui est un petit peu plus bouleversé par ce genre de clash de couleurs, ben il n'y a rien qui m'empêcherait finalement de la faire comme ça et puis de la joindre comme ça. Il y aurait Avec une possibilité couleur unie. aussi. Très C'est bonne ça. idée. Oui. Alors C'est- voilà. Ben, je pense que ça complète bien cette capsule qui voulait vous parler un petit peu des couleurs et que j'espère que ça va grandement vous aider à faire des travaux de couleurs. Et puis s'il vous plaît, ayez confiance. Oui, osez. Lâchez-vous, faites des échantillons, Osez. amusez-vous, puis faites-vous vraiment confiance. Oui, Monsieur Kay Fassett a fait une couverture durant la COVID avec tous ces échantillons. Alors, même si vous pensez que c'est une perte de temps à la fin, mettez-les tous ensemble et Ben oui. faites-vous une belle couverture. Soyons créatifs. Oui. Ben, merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine. Bye.